Je vous propose un voyage à la rencontre des lieux qui nous rassemblent et de tous ceux qui les conçoivent. Explorons ensemble les bouleversements qui nous invitent à réimaginer le rôle, l'exploitation et l'organisation de l'immobilier tertiaire et au-delà. Pour cela, nous allons partir à la rencontre de tous ceux qui les font, sans exception. De la conception à l'exploitation, de l'architecte au directeur immobilier, du property manager au FMeur, des utilisateurs aux startups PropTech, pour imaginer à quoi ressembleront les espaces de demain. Des espaces qui ont du sens, économiquement, opérationnellement, humainement. Comprendre ensemble toutes les nouvelles dimensions d'espace qui, enfin, nous ressemblent. Bienvenue dans The Spacecraft, à la découverte des espaces de demain avec tous ceux qui les conçoivent. 3, 2, 1, décollage. La flexibilité accrue quant à l'organisation du travail a un impact direct sur le portfolio immobilier des entreprises. Pourquoi conserver des espaces chers et pourtant peu utilisés ? Comment leur redonner du sens et utiliser au mieux ces surfaces ? Mais aussi, quelle nouvelle dimension apporter à ce portfolio afin de lui donner l'agilité nécessaire pour coller au plus près des attentes des collaborateurs ? Usage plus flexible, nouvelles aspirations géographiques. Je suis aujourd'hui avec Guillaume Pellegrin, fondateur de Newton Offices, pour parler de ces nouvelles dimensions. The Spacecraft, saison 1, épisode 9, c'est parti. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu des nouvelles options qui s'offrent un petit peu aux directions immobilières, comment elles peuvent enrichir leur portfolio. Alors évidemment, on va parler flex, mais bon, tu vas y revenir, tu vas revenir dessus. On va aussi parler aussi des nouvelles dimensions géographiques et comment on peut aussi mieux utiliser le territoire pour pouvoir diversifier son portfolio immobilier. Mais avant de commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Merci Julien de m'accueillir, de me permettre de décrire ce que fait Newton Offices et ce qu'on peut faire en France dans les grandes villes régionales. Je suis Guillaume Pellegrin, je suis un entrepreneur né à Marseille et j'ai créé il y a une dizaine d'années un investisseur immobilier, Tivoli Capital, qui est basé à Marseille, spécialiste des régions, passionné par les problématiques de nos villes, en fait, régionales ou pas. Ça peut être Paris, évidemment, où j'ai travaillé de nombreuses années, où j'ai vécu de nombreuses années. Mais j'ai pris cette décision il y a une dizaine d'années de revenir sur mes terres natales, parce que j'avais vraiment une affection particulière pour cette ville de Marseille. J'ai toujours su qu'il y avait un grand potentiel qui est en partie réalisé depuis 10 ans. Ces 10 dernières années, on vit vraiment cette ville de Marseille se développer fort. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'était assez précurseur, ou en tout cas, c'était pas vraiment à la mode d'aller à Marseille il y a une dizaine d'années. Ça l'est beaucoup plus aujourd'hui. Ouais, je peux en témoigner. Preuve qu'il y a une vraie évolution dans cette ville. Eh ben, c'est super. Alors, une des premières choses que je voudrais évoquer avec toi, en fait, on parle beaucoup de flex. Alors, comme un terme un peu générique, mais ça recouvre une multitude de réalités en fait et d'offres différentes. Et avant de commencer à parler vraiment de ce que fait en particulier Newton Office et comment vous avez cette positionnement un petit peu original justement sur les régions, est-ce que tu pourrais nous faire une espèce de cartographie de toutes les offres flexibles, tout ce qui est hors 369, j'ai envie de dire, qui s'offrent aux entreprises, qu'elles soient petites ou extrêmement grandes? Alors, merci de me donner cette possibilité d'un peu et mettre des mots sur des mots français simples sur des mots. Je m'excuse par avance pour le nombre d'anglicismes que je vais utiliser dans ce podcast. Mais moi aussi, mais c'est important de mettre des mots français simples sur des réalités très floues en fait pour tout le monde. C'est anglais, ça sonne cool, mais en fait on parle parfois on prend un même mot pour décrire des choses qui sont différentes. Donc le flex déjà, il est utilisé sur deux trucs qui n'ont rien à voir. Un, c'est j'ai pas de poste attitré.
Donc, dans ma boîte, il y a des bureaux. Chacun a donc des tables. Alors là, le problème du français, pour le coup, c'est qu'on dit bureau pour la table et pour l'espace de travail. Ouais. Donc, le desk versus Voilà, on va faire en full anglais. le bureau privatif, l'espace de ta boîte. Mais bref. Donc le flex, c'est j'ai pas de poste attitré. Le soir, mon collègue qui a utilisé ce bureau-là, il nettoie, il laisse tout nickel, il n'y a rien à lui, il a tout mis dans son casier et le lendemain, quelqu'un d'autre peut venir. Ça, c'est une première réalité. La deuxième réalité du flex, c'est la flexibilité. Et là, on va y venir avec Newton Offices, on s'en est fait une spécialité avec plusieurs offres. Donc quelles sont ces offres de flexibilité aujourd'hui, dès l'instant où on ne veut pas signer un bail 369 ? Ce qui d'ailleurs avait été mon cas quand j'avais développé ma société Tivoli Capital. J'avais recruté, je connaissais tellement ce bail commercial qui date de 1953, qui est toujours une grosse 50aine de pages, bien rigide, plutôt en faveur du bailleur. Et je le dis d'autant plus simplement que je suis aussi investisseur et que j'ai des immeubles. Mais pour ma boîte, je n'avais pas voulu le faire, donc je me suis dit, soit tu es schizophrène, soit il y a un truc à faire. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais créé Newton. Bon. Newton, aujourd'hui, tu as 3 offres qui te permettent de répondre à la totalité, à peu près, des besoins des entreprises aujourd'hui, de différentes tailles. Le premier socle, en fait, d'un immeuble Newton théorique, ça va être le socle, alors désolé pour le mot anglais, mais hospitality, donc vraiment toute la fonction sociale de l'immeuble de bureau. Et c'est ce qu'on a bien découvert, on a bien compris en 2020, quand on a été confinés longtemps, et on s'est dit, tiens, mine de rien, ça manque un peu. D'aller sur le lieu de travail et de perdre du temps à la machine à café, mais c'est là où se crée la confiance, se diffuse la culture, et mine de rien, circule de l'info également utile pour ta boîte. Donc ce socle hospitality, ce que nous, du coup, en français, on appelait Bonjour by Newton, à peu près en français, c'est quoi ? C'est se dire que déjà, dans un immeuble de bureau, tu dois être accueilli. Nous, on a cette conviction-là que si tu passes la porte, il faut que tu sentes qu'il y a une bonne énergie, qu'il y ait une bonne odeur. D'ailleurs, ça aussi, on y a travaillé, on a cette signature olfactive. Que tu as un sourire qui t'accueille, que quelqu'un vient tout de suite te renseigner et te rendre service. Ça, c'est la première chose. Du coup, nous, on a des salariés à nous qui font ça. Dans les autres fonctions de ce socle, tu peux avoir du coworking. Et uniquement là. Alors voilà, là aussi, un autre mot qui veut tout et rien dire, le coworking. Qu'est-ce que c'est chez Newton ? C'est des tables, des chaises, non attitrés, qui s'adressent à qui ? À des indépendants. Ou des gens très très mobiles qui font partie d'une boîte, mais en général, ce sont des indépendants, freelance, qui sont à leur compte. Ils viennent chercher de la convivialité, parce qu'ils ne sont pas tout seuls dans ces espaces-là, et évidemment, un super rapport qualité-prix. Et alors, excuse-moi de t'interrompre, on parle de personnes qui vont venir régulièrement, qui sont au mois, à l'heure, à la semaine, à l'année. Les deux. Ouais. On en a chez Newton qui sont là depuis des années, Oui. et qui du coup ont un peu pris leurs habitudes, mais qui n'ont pas de place attitrée. Oui. Et sinon, alors nous on vend une sorte de pack où tu réserves, tu peux payer par avance 4-5 jours et venir quand tu veux, les consommer, ça ne se périme pas. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on le fait. Toujours dans cet espace d'accueil, on a des salles de réunion. Des grandes, des très grandes, des moyennes, pas de petites. Je vais y venir plus tard. Et ça, c'est ce qui commence à être vraiment un atout dans le modèle économique de Newton, parce que ce sont des outils que tu vas mutualiser, non pas à l'échelle d'un plateau, d'un étage, comme on l'a fait depuis des décennies dans le cadre du bail commercial, mais se dire, tiens, on va un peu dézoomer, on va peut-être se dire qu'il y a des choses qui valent le coup d'être mutualisées à l'échelle d'un immeuble et non pas d'en foutre à chaque étage. Ça ne sert à rien de mettre une salle de réunion foireuse à tous les niveaux, une cuisine foireuse à tous les niveaux. Déjà, en plus, ce n'est pas écologique. Tu peux le mutualiser et tout de suite dégager des espaces qualitatifs dans les étages, dans les espaces privatifs. Donc, c'est là déjà où le modèle économique commence à bien fonctionner. C'est dès l'instant où tu mets, donc je disais, ces salles de réunion, mais ça peut être aussi le petit espace de fitness, petit ou pas petit d'ailleurs, des vestiaires, des douches, une salle bien-être où une esthéticienne ou un kiné, un ostéo peut venir. Voilà. Et déjà, une fois que tu as fait ça sur ce socle, tu vois tout de suite que tu as dégagé dans les étages des espaces qualitatifs de premier jour qui peuvent être plutôt faits pour être des bureaux ou des petites salles de réunion. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la première offre. Donc on a
des grands espaces mutualisés et dédiés à des endroits particuliers. Et puis après, en satellite, j'ai envie de dire, comme ça, des plus petits espaces qu'on peut consommer, les petites salles de réunion. Voilà. D'accord. Évidemment, pour la convivialité, il faut du café, il faut du thé. Donc, tu as toujours aussi, ce qui est important, c'est d'avoir ce que nous on appelle la place du pommier. Mais bref, c'est cette place du village où chacun a un peu retrouvé ces termes-là. Mais c'est important de trouver dans cette fonction sociale cet espace qui semble perdu, mais qui est en fait très important, très utile, autour de la machine à café, autour des micro-ondes, autour de la cuisine. Oui. Et ça, là aussi, c'est là que la communauté se crée, au sein de ta boîte et parfois même dans les immeubles Newton avec d'autres boîtes, ce qui permet aussi de voir d'autres têtes. Ouais, ça on y reviendra, c'est intéressant parce que la naissance d'une culture justement dans un espace qui est partagé, qui n'est pas forcément le sien, et c'est une thématique intéressante. Hein, parce Tout à fait. Elle revient dans toutes les entreprises. Alors c'est pas évident qu'on parle de ces quartiers généraux, de ces headquarters, mais quand on parle d'espaces comme ça qui nous appartiennent pas, c'est une vraie question. Ouais. C'est pas antinomique. C'est pas parce que tu partages un couloir, alors que tu as un bureau privatif, tu partages un couloir, c'est pas pour ça que tu vas être acculturé et que ta boîte n'aura pas de culture. Oui. Je peux comprendre. C'est une question qui est intéressante. On peut aussi se poser la question de la sécurité. Est-ce que en partageant un couloir, mes datas vont être sécurisées, mes dossiers papier sur le bureau, mon laptop, mon ordi portable, est-ce qu'il va être volé dans... C'est des bonnes questions, mais ça marche. On y reviendra parce que j'avais. On pourra y revenir avec plaisir. Du coup, ça, voilà, je te disais, premier socle, plutôt des espaces mutualisés à l'échelle de l'immeuble et des espaces de travail pour des indépendants. Ensuite, il y a une deuxième offre qui est pour répondre à ta question sur quels sont les besoins donc, des entreprises aujourd'hui. Là, on a plutôt parlé des indépendants. Maintenant, si on grossit un peu la taille de l'équipe, on va dire que si on est entre 2 ou même 1, et 30 à peu près, tu vas plutôt avoir besoin d'un bureau privatif. C'est à toi, c'est ton espace, tu fermes à clé ou tu badges, mais bref, c'est ton bureau, tes bureaux, tu laisses tes dossiers, tu peux mettre la photo que tu veux, tu peux décorer comme tu veux, pourvu qu'on retrouve à peu près ça en bon état si jamais tu dois changer de bureau, voire même partir, on ne sait jamais. Et donc là, nous, chez Newton, on a des étages entiers préaménagés, où tu vas trouver des bureaux de 1, des bureaux de 6, des bureaux de 3, qui sont comme ça panachés sur un étage. Et puis, pour compléter l'étage, tu vas avoir une ou plusieurs tisaneries, où tu peux trouver ton café, ton thé, de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau très froide, des bulles. Voilà, on a les machines, comme ça on évite le plastique. Et ce qu'on nous appelle une bulle, bref, une petite salle de réunion. L'idée était quoi ? C'était de se dire quels sont les besoins vraiment immédiats autour de mon bureau pour que je passe une bonne journée de boulot, que je sois hyper efficace. Donc je suis en visio, je peux aller dans cette bulle, m'isoler. Si je dois téléphoner, je vais aller dans un petit espace où je ne vais pas déranger mes camarades dans le bureau. Si je dois me faire mon café pendant la visio, etc. Et j'ai comme ça la totalité des besoins qui sont adressés sur l'étage. D'accord. Alors juste une question sur ces espaces-là, sur un étage complet, ou demi-étage, ou 2 étages, je sais pas, ça dépend sans doute de la taille de l'entreprise qui le prend. Est-ce que ça vient complètement packagé avec des services, je ne sais pas moi, que ce soit le ménage, que ce soit l'approvisionnement justement de tous ces espaces-là. Là, c'est clé en main ? Tout à fait. Moi, j'ai créé ça en me disant, tiens, les espaces dont j'ai besoin pour développer ma boîte, quand on était une petite équipe, j'ai pas la réponse adéquate en face. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire qu'en effet, je voulais un forfait hyper transparent, tout compris. Je voulais savoir au début du mois ce que j'allais devoir payer à la fin. Je voulais pas de mauvaise surprise si désolé, tu as utilisé un peu trop d'internet. Désolé, tu as un peu trop imprimé. Tu avais droit à 2 cafés par jour. Je suis désolé, le 3e, il va falloir que tu payes. Tout ça, c'était hors de question. Et donc, on a des forfaits. Pour te donner une idée, ça va être de l'ordre de 500 €. C'est souvent moins, ça peut être un peu plus. Mais si tu veux une moyenne, voilà, je pourrais te dire 490, mais bref. Peu importe. Autour des 500 balles par mois, et tu as tout. Tu as tout. Alors, évidemment, tu as de l'internet, évidemment, tu as du café, évidemment, c'est nettoyé plusieurs fois par semaine. Et même pendant le Covid, on a rajouté ce qu'il fallait, sans augmenter les prix. C'est ça l'idée. Parce qu'une fois de plus, on s'adresse à qui ? On s'adresse en général à des petites équipes. Petite équipe, petite boîte. Je mets mon siège chez Newton, c'est plug and play. Et en fait,
Je m'occupe pas de l'immobilier. Je m'occupe pas de savoir s'il y a du papier dans l'imprimante. Je m'occupe pas de l'essuie-main. Je m'occupe pas du savon. Je m'occupe pas de mettre de l'insecticide ou les plantes vertes, de s'occuper des plantes vertes. C'est pas l'insecticide, je m'occupe pas de mettre donc de tuer les microbes pendant le Covid. Donc voilà, l'idée c'est vraiment grâce à Newton, tu ne fais que ton métier. Ouais. Voilà. Si tu te lances en plus, tu as beaucoup d'énergie et de temps à mettre sur ton métier, pas sur le reste, parce que ça prend du temps d'aller payer une assurance, d'aller gérer de la sécurité, de réparer le Wi-Fi qui marche pas, d'aller réparer la lampe qui est tombée en panne, etc., etc. Ça, c'est notre métier chez Newton. On dit souvent que notre métier, c'est que vous ne fassiez que le vôtre. Voilà. Bien trouvé. Voilà. C'est intéressant parce que c'était une externalisation totale en fait de tout le facteur immobilier, quoi, qui parfois peut représenter le deuxième poste de dépense pour une entreprise. L'immobilier est très souvent le deuxième poste de dépense d'une entreprise et ça ne doit pas être une contrainte. Surtout quand on n'a pas le staff, on n'a pas les équipes pour gérer tout ça au quotidien. Surtout si en plus ta boîte va grossir ou réduire. Et quand tu es collé sur une triennale, donc 3 ans, voire même 6 ans, ça peut arriver très souvent si tu avais voulu négocier des bonnes remises au début, tu es collé 6 ans, quoi. Et être certain que les 120 mètres carrés que tu as loués aujourd'hui ils correspondront toujours dans 6 ans, il faut avoir une bonne boule de cristal. Ça arrive très très peu. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu loues un peu trop. Tu te dis, on ne sait jamais. Si jamais ça va mieux que prévu, je vais un peu recruter. Donc, je vais louer un peu plus de mètres carrés dès le début. Donc, en fait, moralité, peut-être que pendant 3 ans, tu vas payer des mètres carrés inutiles. Et puis, tu vas faire ta salle de réunion quand même. Et puis, tu vas faire ta petite cuisine si tu loues un bail commercial. Et ça, en fait, c'est tout ce que tu n'as pas à faire quand tu signes chez un opérateur comme Newton Offices. D'accord. Il y a encore un mot anglais qui me vient en tête. Désolé, mais c'est Workplace as a Service. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, son espace de travail, il est clairement. Alors, je saute un petit peu parce que là, je vois que dans cette offre-là, on pense beaucoup aux entreprises un peu en amorçage, dans l'idée où la croissance est incertaine, les fluctuations peuvent être grandes dans un sens comme dans l'autre. Et ça, j'ai pu le voir de visu, des rangées de tables qui étaient prêtes, mais qui étaient vides parce que le Covid avait un petit peu mis un coup de faux sur les prévisions de croissance. Qu'est-ce qu'il en est en fait pour les grandes entreprises? Parce que la problématique les besoins en fait qui sont ceux des clients d'espaces comme ceux de Newton sont partagés aussi par les grandes entreprises. Bien sûr. Que ce soit les collaborateurs qui veulent partir en région, que ce soit les problématiques de recrutement pour aller trouver des talents là où on n'a pas forcément d'implantation. Comment on adresse ces besoins qui peut-être en termes de volume ou en termes d'autres contraintes sont différents? On a beaucoup de grands groupes chez nous et on a 2 réponses essentielles pour eux. La première, c'est la direction régionale d'un grand groupe. Si demain, une direction régionale d'un grand groupe veut s'installer à Marseille, à Lyon, à Lille ou dans toutes les villes là où nous sommes, c'est très simple et ça peut se faire du jour au lendemain en signant dans ces offres de prêt à l'emploi. Ces offres de bureaux prêt à l'emploi, quand je parlais d'un peu moins de 30 personnes, ça peut en effet être pour des PME qui grossissent, qui réduisent, mais ça convient très très bien aussi pour des directions régionales qui testent un marché, qui testent une région et qui ouvrent du jour au lendemain une nouvelle entité, une nouvelle région, ou alors, on l'a vu depuis le Covid, un cadre basé à Paris par exemple, qui dit tiens, j'adore Marseille, en fait c'est ma ville d'origine, je veux rester dans la boîte, mais du fait des facilités maintenant de télétravail, de visio et autres, je veux être basé à Marseille. Et tiens, d'ailleurs, en fait, on a fait un sondage dans la boîte et puis on est quand même une quinzaine à vouloir le faire. Tiens, plutôt que de démissionner, on va plutôt louer chez Newton et la semaine prochaine, on est hyper opérationnel. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est ce que nous, on appelait Plateau by Newton. Quand tu es une grande boîte et que tu as envie vraiment d'avoir tes couleurs au mur, ton logo à l'entrée des locaux, ton mobilier validé par le CSE, et parce qu'en plus tu le veux, c'est le même partout dans le monde, eh bien ça, on sait le faire. Voilà. On sait le faire sur mesure, c'est-à-dire qu'on sait accompagner ces grands groupes en amont de leur arrivée sur la partie travaux, et puis également dans la sécurisation de toutes leurs data, de tout leur réseau IT. Donc on a un gros boulot aussi avec les DSI très souvent dès l'instant où la négo est bien avancée. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont là, gérer les 3 types de services
et les faire sur mesure pour eux. De quoi on parle quand on parle de 3 types de services? C'est les services du quotidien, les services pour que ta journée elle soit efficace. La salle de réunion, elle doit être mise en place avant la réunion, elle doit être nettoyée après la réunion. Évidemment, les imprimantes doivent fonctionner, le Wi-Fi doit fonctionner. Le ménage, est-ce que tu veux le ménage ou pas? Est-ce que tu veux que chaque année, puisque tu l'as quand même, alors pour le coup, tu es là quelques années en général, est-ce que tu veux qu'on s'occupe d'entretenir tes cassettes de clim? C'est pas très passionnant à la base. Non, mais c'est des questions qui vont se poser si jamais c'est tes bureaux à toi, tu dois le faire, tu as toutes les normes. Voilà. Du coup, ça c'est le premier socle de service qu'on s'est délivré. Le deuxième socle de service, ça va être tout ce qui va être autour du bien-être. Est-ce que tu veux que Newton t'organise un cours de yoga 1 fois par semaine? Est-ce que vous voulez participer à la course, la Marseillaise des femmes au mois de mai? Est-ce que tu veux que... etc., etc. Et ça, c'est vraiment tout le panel autour du bien-être au travail. Rajouter de la vie, quoi. Ouais, et puis du coup, te sentir mieux et donc en plus, à la fin, être plus efficace. Voilà. Troisième type de service qu'on s'est amené, qui était très tarte à la crème avant le Covid, c'était tout ce qui va être autour de la communauté. Alors là, on nous disait, mais ok, super. Ouais. Et en fait, on a bien vu que en étant isolé, cet exercice était quelque part intéressant en 2020. Mais on a besoin de créer des cultures, on a besoin de faire se rencontrer les gens, qu'ils créent de la confiance dans des moments où tout va bien, pour justement être soudés quand ça va moins bien. Et bien ça passe par du présentiel. Voilà, on ne peut pas tout faire en télétravail. Et ça passe par du coup des événements. Et on peut demander à Newton, et de toute façon on le fait déjà dans nos immeubles, d'organiser à fréquence régulière des conférences, un atelier, ça peut être pour faire ses produits ménagers ou pour que sais-je. On peut du coup avoir des événements un peu de développement personnel ou des événements très pro. Et c'est comme ça aussi qu'une équipe Newton sait animer la vie d'un immeuble au fil des semaines, au fil des mois, au fil d'une année. C'est intéressant parce que je crois que j'avais un chiffre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. 55% des employés qui souhaitaient revenir au bureau, alors sans doute pas de façon permanente, mais ça vient un peu heurter le glamour qu'avait le télétravail dans ses premiers jours. Alors même s'il a été subi dans certains cas, c'était quand même une libération qui a amené justement des déplacements en région, qui a amené un nouveau rythme de travail où on négocie des jours, où là on est complètement libre de ses jours. Et j'ai pas l'impression que c'est un désamour, mais qu'en tout cas, pour avoir été jeté dans la fosse au lion comme ça, sans vrai guide de survie, le télétravail a fait beaucoup, beaucoup de ravages. Et c'est intéressant parce que sur ces niveaux de typologie d'espace où on peut se retrouver un peu partout, où le maillage régional est beaucoup plus large, on retrouve le bureau tout en ayant la flexibilité. Est-ce que ça, c'est le modèle un peu, selon toi, d'avenir? En fait, sur le sujet du télétravail, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la durée de transport que tu dois faire le matin pour aller au bureau. On a fait des sondages chez Newton. Très clairement, dès l'instant où ton temps de trajet le matin dépasse 30 minutes, bizarrement, tu n'as plutôt envie de télétravailler. C'est étrange. Voilà. Quand c'est moins, c'est moins clair. Ouais, et puis en plus, souvent, ces 30 minutes, elles sont hautement stressantes. Ça peut être des transports en commun blindés. Perdu, voilà. Ça peut être du conduit, c'est perdu. Alors, ouais. tu peux écouter des super podcasts. Oui, j'encourage d'ailleurs tout le monde à écouter Pascal. Mais sinon, ça peut être perdu. C'est dangereux et tu pollues. Voilà. Et en général, tu produis du carbone. Donc, c'est pas bon pour l'effet de serre. Ensuite, on a vu des situations très différentes. Soit tu es plus efficace en étant chez toi parce que tu as plutôt un job où tu dois être concentré. Et puis tu as la chance d'avoir le super équipement à la maison, le super Wi-Fi qui saute jamais, des enfants hyper silencieux ou pas d'enfants. Je connais pas ces modèles. Et dans ce cas-là, ça marche bien et tu pourrais beaucoup télétravailler. Mais finalement, on voit que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est que parfois tu es jeune, tu n'as pas d'enfants, mais tu es en coloc ou tu n'as pas comme ça l'espace vital. Ou alors tu as tout simplement peut-être envie aussi de dissocier le pro et le perso. Et d'avoir vraiment une rupture dans la journée. Ce qui est mon cas en plus. Pour le coup, j'ai du mal à télétravailler et à couper le soir. Du coup, en général, quand je suis à la maison, j'ai du mal à m'arrêter.
Et donc, ou alors, tu as des enfants qui bouffent le Wi-Fi dès qu'ils arrivent et ça saute. Ta visio, hop, désolé, je dois couper la vidéo. Ou tu n'as pas l'espace, etc., etc. Donc, il y a quand même plein de situations qui font que tu ne peux pas être comme ça épanoui et efficace en télétravail. Donc, ça marche très bien. Un jour, par exemple, quand tu as été en déplacement toute la semaine, un jour de télétravail, ça t'évite de perdre ce temps de transport. Mais une fois de plus, voilà, il faut dans chaque culture d'entreprise arriver à trouver le bon équilibre. On voit qu'en globalité, les entreprises mettent 1 à 2 jours dans la grande majorité. Il peut évidemment y avoir des entreprises qui font plus, mais voilà pour ce sujet du télétravail. Alors moi, j'aimerais revenir sur quelque chose qui est assez singulier, enfin en tout cas à mon sens, hein. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ancré dans la philosophie, qui est singulier dans le positionnement de Newton, c'est son ancrage régional. Et j'irais même plus loin, sa volonté d'être un peu le promoteur de cette France décentralisée, justement, cette France des régions, où il y a du talent, il y a des entrepreneurs. Alors là forcément, je suis obligé de parler de votre podcast, Extramuros, justement, qui met en lumière ces entrepreneurs en région. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière, il me semble, de Instant Group, si je me rappelle bien, qui montrait justement le boom des régions. Et alors, évidemment, on peut penser à Marseille, mais le plus fort, je crois que c'était Nice, avec des demandes en flex de plus 69, je crois que c'était. Mais Lille aussi, plus 60%. Toute la côte ouest, avec Nantes, qui est très fort. Donc, j'ai l'impression que chez Newton, il y a cette volonté de promouvoir les régions. Est-ce que c'est quelque chose qui se voit, et notamment chez les grands groupes, de soit bouger carrément, totalement en région, soit développer des antennes un petit peu partout, et pas forcément dans une région, mais peut-être dans 2, dans 3, dans 4, et de profiter justement de cette offre-là pour pouvoir multiplier les points d'ancrage dans les régions. Tu as tout à fait raison, Julien. La raison d'être de Newton, c'est ça. C'est d'accompagner le déploiement de l'économie dans les villes et les territoires. Comme je te le disais, moi je suis Marseillais, et j'ai fait mes études à Paris. Et j'avais été frappé, donc, il y a quelques années, de se présupposer Paris et le reste du monde. On l'entend encore aujourd'hui dans certains podcasts économiques où finalement la part belle est faite plutôt aux réussites parisiennes. Et puis bon, et c'est très bien, il y a des super entreprises, de super entrepreneurs. Il y en a même beaucoup, et peut-être même beaucoup plus qu'ailleurs. Mais il n'y a pas que ça. Et c'était quand même l'idée d'Extramuros, c'était de montrer que le Sud-Est, c'est pas que le foot ou les faits divers à la télé, que le Sud-Ouest, c'est pas que le rugby, que le Nord, je vais pas faire de clichés encore pire. Donc, il y en avait un peu marre de tout ça, et il fallait montrer, et à nous, de montrer du coup ces belles réussites d'entreprise en région. Et c'était l'idée d'Extramuros, et on est ravis, on a fait plus d'une 30aine d'épisodes, ravis de montrer qu'il y a des pépites qui sont nées dans ces territoires et qui s'y développent grâce à leur territoire, ou alors qu'il y a des boîtes qui naissent à Paris, et qui sont freinés dans leur croissance et qui ont besoin d'aller en région pour pouvoir s'y développer. En général, ces licornes, j'en ai interviewé plein, ou ces boîtes qui ne peuvent plus grandir à Paris, quel problème est-ce qu'elles rencontrent ? Elles rencontrent un premier problème qui est de recruter. En général, ces boîtes tech veulent à peu près tous les mêmes profils de dev et ils se les font piquer même quelques semaines après leur arrivée dans la boîte. Problème de loyer. Quand on grandit fort, la charge immobilière devient insoutenable quand on trouve l'immeuble. Donc ça, c'est... Et puis évidemment, le loyer perso, comment se loger ensuite dans une ville qui est très chère. Et c'est très souvent là que ces entreprises consultent leurs salariés et disent, voilà, pour assurer notre développement, soit ils disent on a ciblé Lille, Nantes, Lyon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ou alors sondage. Et on arrive à Marseille ou, comme tu le disais, à Nice ou à Montpellier. Et quels sont les points communs de ces villes qui gagnent ces derniers temps ? C'est plusieurs choses. C'est évidemment la qualité de vie. Mais tu semblais surpris que Lille... Mais oui, Lille aussi offre une... dans le Nord. Voilà, Lille offre aussi, je le dis en tant que Marseillais, Lille aussi offre cette qualité de vie. Peut-être un peu moins de lumière qu'à Marseille, mais... Je viens de perdre tous mes auditeurs. Il y a une belle qualité de vie. Comment est-ce qu'on peut se loger ? Comment est-ce qu'on s'y déplace ? Ensuite, quelle école je vais trouver pour mes enfants ? Quel quotidien je vais avoir pour aller au ciné, faire du sport, etc. Donc très souvent,
ces grandes villes métropolitaines, ces grandes villes françaises le permettent et le proposent. Ensuite, quel est le bassin d'emploi ? Est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, en arrivant là, je vais trouver assez de talents, assez de salariés pour pouvoir continuer mon développement ? Et puis pour finir, pour répondre au dernier problème qu'ils avaient à Paris, est-ce que je vais trouver des locaux pas très chers et pourtant très qualitatifs ? Voilà. Et c'est donc clairement la réponse qu'on avait apportée déjà depuis quelques années avec Newton, c'est de tout de suite permettre à ces boîtes d'arriver à Paris, d'arriver en région, mais avec des immeubles de qualité parisienne. Oui. Voilà. Et c'est pas parce que voilà, faut pas croire que parce que tu arrives à Marseille, tu vas avoir un immeuble qui est moins bien qu'à Paris. Et de la même façon, tu vas pas avoir des salariés plus débiles qu'à Paris. Non, tu vas voir, ça va bien se passer. Voilà. Et c'est un peu ça l'idée. Pour continuer sur les régions, on voit quand même un phénomène depuis le Covid. On voit que là aussi, certains ont mal vécu ces confinements à Paris. D'ailleurs, beaucoup, quand ils avaient les moyens de le faire, sont partis le faire à 1 heure de Paris à peu près. Et qui se sont dit, du coup, pour continuer leur vie, tiens, c'est peut-être pas idiot de vivre avec un peu plus d'espace. Ça peut être sympa pour nous, pour les enfants, pour la famille. Quand ces salariés parisiens décident de bouger, ils vont décider de bouger dans des villes où les deux personnes du couple vont trouver un job. Et donc, tu vas aller quand même cibler une ville où il y a une profondeur de marché. Et on voit très clairement que depuis le Covid, les grandes villes françaises, Lyon, enfin les 10, Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse, Nice, d'ailleurs où on a des immeubles Newton, ces villes-là sont gagnantes parce qu'elles permettent en général aux deux du couple de pouvoir trouver un job. Et si jamais le job que tu as en arrivant ne le fait pas, tu vas pouvoir en trouver un autre. Et ça, c'est essentiel. C'est pour ça que finalement, ces grandes villes sortent vraiment gagnantes. Il y a deuxième type de villes qui sortent gagnantes de cet après-Covid, ce sont les villes littorales, puisque là aussi, il y a un appel à la qualité de vie, d'être au bord de la mer Méditerranée, d'être au bord de l'océan Atlantique. Et on a vu là aussi des villes se développer très fort. D'accord. Ouais, ça a beaucoup de sens. Alors, j'ai plusieurs questions qui viennent. Je vais essayer de les garder dans l'ordre. La première, immédiatement, sur ce que tu viens de dire, c'est... comment dire l'idée de se dire que quand on bouge quelque part, on doit avoir la possibilité, en tout cas, de retrouver un emploi pour les deux, quand on bouge en couple. Est-ce qu'on retrouve des entreprises qui ont été un peu proactives en disant vous pouvez bouger, mais vous gardez votre emploi. Vous n'avez pas besoin d'aller en rechercher un. Et donc, est-ce que finalement, est-ce que ça existe, voilà, est-ce qu'on a des entreprises qui viennent s'implanter, mais qui finalement restent à Paris, au siège social, ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on a des entreprises qui développent des antennes comme ça pour leur permettre de dire à leurs employés vous pouvez bouger presque où vous voulez, on va peut-être faire un sondage pour être raisonnable, et vous restez. Vous n'avez pas besoin de rechercher. Ouais, ce qui encouragerait un mouvement encore plus fort, finalement, je ne vais pas dire d'exode, mais on n'est pas loin. C'est un nouvel anglicisme, c'est le work from anywhere. Ouais. Donc, tu as ces entreprises, en effet, qui, au sortir du Covid, ont dit allez vivre là où vous voulez, on vous garde. Alors, quand tu regardes d'un peu plus près, c'est très souvent des jobs qui sont en pénurie. Donc, clairement, quand ces entreprises tech galéraient à recruter des développeurs, on dirait restez chez nous si vous plaît. Pas de rapport de force. Si tu veux aller te mettre à Sophie Antipolis, vas-y. Donc, il y a eu ce mouvement-là. On voit quand même qu'il y a un peu une sorte de rationalisation ensuite. C'est que s'ils se retrouvent à être une dizaine à Aix-en-Provence, ils vont se mettre chez Newton à 10 et comme ça, peut-être recréer des poules. Parce que là aussi, au bout d'un moment, parfois, la solitude te guette et tu rationalises un peu tout ça. Après, on voit aussi des grands groupes, nous, qui, tu vois, on a des filiales d'EDF chez Newton qui disent, tiens, voilà, le siège régional, on va le mettre chez Newton, et puis à Montpellier, et puis on va faire Lyon aussi, et peut-être Nantes avec vous, parce qu'en fait, mais en plus, les salariés se parlent, ils voient que les copains de Montpellier sont super contents de tous les services apportés par Newton. Et donc, on va pouvoir comme ça répliquer la même logique dans d'autres villes. Et enfin, tu as ce que j'évoquais tout à l'heure, ces licornes qui ont une croissance folle, ou en tout cas, ces scale-up, voilà, ces entreprises plutôt récentes qui ont une croissance incroyable d'année en année, eh bien, elles ont besoin d'aller trouver donc des poches de développement où ils peuvent plus recruter, trouver des nouveaux locaux en région, et ils peuvent tout à fait garder leur siège à Paris, ou en tout cas des bureaux à Paris,
parce que certains ne veulent pas y bouger, ils y sont bien et c'est normal, c'est une très belle ville aussi. Et, peut-être garder aussi d'autres fonctions qui ont plus de sens d'être à Paris qu'à Nantes. D'accord. Alors là, il y a une question qui me vient, c'est la question des coûts. Parce que là, effectivement, je me mets à la place d'une direction immobilière qui, comme tu le disais, rationalise ou souhaite rationaliser un petit peu son portfolio. Bon, déjà, elle peut être un peu prisonnière de ses engagements. Bon, on va voir comment en sortir. Mais ensuite, si tous mes employés commencent à dire, alors moi, je vais être à Lille, alors moi, je serai à Nantes, excusez-moi, moi, je vais aller à Marseille parce que j'ai envie de me baigner. Est-ce qu'elles sont vraiment très contentes de voir leurs locaux devenir vides et qu'est-ce qu'elles en font? Donc c'est une première question sur le coût, c'est-à-dire que est-ce qu'on n'a pas des entreprises qui compteraient essayer de faire d'une façon ou d'une autre de la rétention pour ne pas se retrouver avec des locaux vides dont elles ne peuvent pas se débarrasser. J'aurais une autre question sur le coût juste après. Oui. Donc là, pour bien comprendre, j'ai X mètres carrés, et comme je permets à tout le monde d'aller bosser ailleurs, je me retrouve avec un locaux vide. Voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité d'en sortir de ces engagements-là? Bon, ça, c'est le problème du bail commercial, pour le coup. Si tu as encore 3 ans comme ça, qu'est-ce que tu as comme option? La première, c'est que tu vas pouvoir sous-louer. Et on en voit beaucoup, des annonces qui passent, sous-loup, 100 mètres carrés, il y a même des startups qui se sont montées pour organiser tout ça. Oui, là aussi, tu leur dis, mais les gars, vous avez mieux à faire. Tu vois, ou alors, tu avais eu les yeux plus gros que le ventre. Mais normalement, ton job, c'est pas d'être agent immobilier pour sous-louer des locaux. Et on voit des annonces passer, vendre 3 chaises et 4 tables. Là, bon, okay, super. Mais normalement, tes investisseurs, ils avaient mis de l'argent dans ta boîte pour que tu fasses autre chose. C'est toujours pareil, c'est où est-ce que tu alloues ton capital et ton temps. Voilà. Donc, tu peux en effet tout à fait décider que tu vas gérer l'immobilier. Ou alors tu peux décider de déléguer ça à un opérateur comme Newton et faire ton job. Ensuite, sur le coût, très bonne question. Parce qu'en fait, on compare toujours des pommes et des poires. Quand tu arrives chez Newton et qu'on te dit c'est 490 € le poste de travail par mois, tu as tout compris, tout qui est inclus. Tu vas comparer ça à mon loyer, mes charges et éventuellement ma taxe foncière. Et tu vas te faire ton ratio, tu vas dire, mais vous me prenez pour un idiot, quoi. C'est juste beaucoup trop cher. Et en fait, non. Parce que sinon, ça ne ferait pas des années en plus que ça marche. Et donc, on a toujours, nous, ce tableau Excel, ou en tout cas, ces matrices de calcul qui te montrent que, oui, loyer, charges, fiscalité, c'est la partie émergée de l'iceberg. Allez, si tu es un peu plus affûté, tu as mis tes travaux, que tu as amorti sur quelques années. Mais il en manque encore beaucoup. La maintenance, ce que je disais tout à l'heure, les mètres carrés que tu payes pour rien parce que tu as prévu, on ne sait jamais, de recruter un peu plus. Une cuisine, c'est toujours la taille d'une cuisine. Une douche, c'est toujours la taille d'une douche. Donc en fait, si cette douche et cette cuisine, si cette salle de réunion, tu les mets sur un lot de 150 mètres carrés, elle est beaucoup moins bien mutualisée que si tu l'avais mis sur 5000. Voilà. Donc tout ça fait que c'est inefficace et que d'emblée, si tu sais que c'est 3-4 ans ton besoin, tu es toujours perdant, en tout cas économiquement. Si on prend juste un calcul purement financier, tu ne vas pas y gagner en signant ton bail commercial, même si facialement ça a l'air moins cher. Parce qu'en plus, tu vas y passer du temps. Tu vas gérer les travaux toi-même, tu auras négocié le bail toi-même. En général, ça prend 3 mois de négo d'un bail. Si tu as cherché pendant 6 mois, voilà, tu as quasiment passé une année à t'occuper de ça et pas du reste. En tout cas, moins, ça t'a bouffé de la bande passante. Donc, on voit que les courbes commencent à se croiser à partir de 6 ans. C'est-à-dire que si tu sais que ta boîte elle est super stable, elle est mature, elle est en vitesse de croisière, ou si vraiment la stratégie est qui est bonne aussi, de te dire je veux acheter mes locaux, et pas de problème. Ça peut être valorisé aussi. Tout à fait. Et on voit que tu as un parcours comme ça d'entreprise, comme tu peux avoir un parcours résidentiel. J'étais en coloc, en studio, et puis au bout d'un beau jour, j'achète mon appart. Parfait, tu peux avoir cette logique-là en tant que patron de PME. Tu prévois que c'est ta retraite, c'est un sujet, les retraites. Parfait. Mais tant que tu es dans ces phases de croissance forte, de décroissance, d'incertitude, ou vraiment de grande maturité, le flex, l'opérateur comme Newton a de vrais atouts. Alors c'est intéressant parce que dans l'idée, j'ai un peu cette idée linéaire de maturité, justement, où on commence par ça, le flex, et puis après on arrive au-delà de 6 ans, tu disais, ou parce qu'on a des vrais besoins, on veut valoriser un immobilier, enfin,
peu importe. Là, j'ai l'impression que ça se conçoit plus en termes d'usage. C'est-à-dire que même si je suis un très grand groupe qui a éventuellement les moyens d'acquérir des très beaux locaux dans des endroits incroyables dont on sait que la valorisation va monter, etc., j'ai pas forcément nécessité à le faire. Je vais peut-être aller chercher quelque chose de plus petit qui a un autre sens et aller chercher des espaces satellites, on va dire. J'ai l'impression qu'on réfléchit moins. Enfin, ma première question à l'origine, c'était de se dire est-ce que, en fait, dans ces cas-là, le bail 369 a un quelconque avenir et il est dans la mesure où il n'a pas l'air avantageux pour qui que ce soit aujourd'hui. Et en fait, quelle est la raison qui pousserait les entreprises à conserver ce genre de bail le bail a encore un intérêt pour, d'un point de vue locataire. Quand tu sais que dans 9 ans, ta boîte sera toujours là, quand tu as les moyens en interne de gérer des travaux, ou alors si tu as vraiment un usage très spécifique, très particulier de tes espaces, et donc tu veux le gérer toi-même. Donc évidemment, ça a encore du sens. Ça a évidemment aussi du sens pour les bailleurs qui préfèrent avoir 6 ans d'avant de revenus garantis, le banquier est content et le système fonctionne encore comme ça. Mais en fait, on voit qu'il y a une hybridation entre les deux. Et c'est ce qu'on propose avec Newton, puisque nous, on vient de ce monde-là, de l'investissement immobilier, mais de la finance. On peut tout à fait, sur 80% des surfaces, signer un bail et être dans un immeuble Newton où, ce que je te décrivais tout à l'heure, tu as des étages de bureaux prêts à l'emploi qui vont être cette soupape, cette poche de respiration qui fait que sur les 20%, voilà, tu signes, tu as sécurisé 6 ans ferme, 80% de tes espaces, 20% tu sais pas trop, eh bien tu le signes plus court terme avec Newton. Et c'est cette hybridation dans laquelle je crois beaucoup qui apporte une vraie solution. On parlait du parcours des entreprises. Les grands groupes vivent au gré de fusion, de spin-off, de réorganisation. On voit une filiale qui marche moins bien, on voit une filiale qui cartonne, on en rachète 3, etc. Voilà, avoir des opérateurs comme Newton, comme ça, qui ont des immeubles de 5000 m², de 10 000 m², qui arrivent à peu près tous les ans à fréquence régulière dans les villes, c'est hyper utile pour eux. Et du coup, on travaille beaucoup avec des grands groupes français, des grands groupes internationaux, sur plusieurs villes françaises. D'accord, oui, non, tu utilises le mot hybridation. J'ai l'impression qu'il y a une ventilation un peu du portfolio immobilier qui a changé. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus un portfolio qui est composé d'assets, mais de contrats aussi différents. J'avais une question justement sur le côté, quelles sont les nouvelles responsabilités des directions immobilières là-dessus? Quelles sont un peu les nouvelles KPIs pour une direction immobilière? Parce qu'avant, peut-être qu'on regardait la valorisation d'un bien, puisqu'on possédait. Voilà. Aujourd'hui, imaginons qu'on ait une direction immobilière qui va piloter son portfolio de façon beaucoup plus agile, on va dire, avec beaucoup plus d'options. Quels sont ces KPI aujourd'hui? C'est un peu comme quand tu fais une distinction entre une charge pure et un investissement. Voilà. Soit c'est juste un poste de coût et tout est perdu, et voilà, mais c'est un mal nécessaire. Soit tu te dis, tiens, non, en fait, le choix des locaux, le choix de la ville, le choix de l'opérateur comme Newton, le choix de le faire tout seul, c'est un investissement que je mets dans mes RH, en fait, dans mes équipes. Et je pense que le grand tournant, il est quand même là, c'est de se dire, on loue plus des mètres carrés, mais on va chercher des espaces de travail pour les équipes. Nous, d'ailleurs, très souvent, on parle en coût au poste de travail. Combien ça coûte pour un salarié, tout compris. Meublé, tout fonctionne. En général, moi je fais souvent cette remarque, et les débuts des discussions, c'est « je veux 300 mètres carrés ». Soit. Ok, super, asseyons-nous, mais en fait, vous ne voulez pas vraiment 300 mètres carrés. Vous voulez un espace de travail pour vos équipes, et vous êtes 25. Ah oui, en effet. Et c'est là où tu commences à dérouler. Mais pourquoi est-ce que vous voulez déménager? Parce qu'en général, c'est quand même pénible. Et bien voilà. Et c'est là que la discussion s'enclenche, c'est que nous, on repart vraiment du besoin. Et c'est pas pipeau, hein. On repart vraiment du besoin du quotidien des équipes. Comment est-ce que tu t'assois et tu dis, voilà, mais comment est-ce que vous travaillez au quotidien? Est-ce que vous êtes plutôt... vous êtes 25, est-ce que vous avez 25 bureaux privatifs, individuels, ou... non, alors ok, non, l'équipe market fonctionne comme ça, l'équipe finance fonctionne comme ça, etc., etc. Et tu reconstruis comme ça le besoin. Et c'est ça quand même le grand déplacement, c'est ne pas juste louer des mètres carrés et pas juste considérer l'actif immobilier comme un actif financier qui génère un loyer, mais quand même de se poser la question
du quotidien des gens qui l'utilisent. Oui. Réfléchir en termes d'usage, je crois. Oui, c'est ça vraiment la révolution de l'usage. Ouais, et c'est que ça recoupe beaucoup des interventions que j'ai pu entendre avec différentes personnes. C'est l'approche centrée sur l'humain, centrée sur l'usage, ce qu'on en fait du bureau, et le côté dynamique, nouvellement dynamique. Parce qu'avant, un bureau, c'était avant tout un immeuble, enfin, c'était les briques ou ce que tu veux comme matériaux, mais c'était fixe. Là, quand on parle des nouvelles dimensions, c'est que c'est à géométrie variable presque. Et on dit à quoi ça sert, et après on va le moduler, on va le fabriquer pour que ça ressemble et que ça vous serve. Pas juste que vous posiez devant un ordi. Qu'est-ce qui m'a convaincu, moi, d'investir mon argent dans Newton ? C'était de constater, il y a quelques années, qu'en fait, on passait de la possession à l'usage. Voilà. Moi, j'avais beaucoup de CD, j'écoute de la musique en ligne. Tu n'as plus forcément besoin d'acheter la voiture, tu vas acheter du déplacement. Et donc, quand tu fais ça et que tu es dans l'immobilier, qui est quand même le symbole de la possession et du long terme, tu te dis, mais il y a quand même une révolution que je constate, j'en suis même acteur. Est-ce que j'en tire une ou deux conclusions pour mon job du quotidien ? Et donc, si tu te dis que tu ne dois plus forcément posséder des murs, mais proposer des heures de travail, si tu ne dois plus forcément vraiment louer 300 mètres carrés, mais penser au quotidien de tes équipes, ben tu en tires cette conclusion-là. Et c'est pour ça que j'étais convaincu qu'il fallait le faire et trouver une réponse française à ce mouvement qui avait déjà démarré aux US ou dans les pays anglo-saxons, et en créant Newton depuis Marseille. Ah bah, c'est super. Et, moi, j'ai une dernière question, parce qu'on approche de la fin. Tu en parlais au tout début, sur ton approche de la ville, et pas simplement du travail. Cette nouvelle flexibilité, tu parles aussi de la proximité de l'endroit en fait, où on va pouvoir exercer ces emplois. Comment ça s'intègre, et aujourd'hui, comment on réfléchit la ville aussi de demain ? Parce que être dans des bureaux flexibles, c'est aussi la possibilité d'avoir des services dans le bureau, mais d'avoir une interpénétration de la vie dans le travail et inversement. Enfin, j'ai l'impression que c'est moins... voilà, j'habite un endroit où les gens habitent, je vais à un endroit où les gens travaillent, je vais faire mes courses à un endroit où les gens vont faire des courses. J'ai l'impression que les villes sont en train de se réinventer un peu sur ce modèle-là, en termes d'usage. Et voilà, si on prend le scope et qu'on regarde un petit peu plus large, est-ce que ce mouvement-là, il impacte aussi la façon dont on conçoit et on vit la ville aujourd'hui ? J'ai coutume de dire que habiter une ville, c'est pas seulement dormir quelque part. Voilà. C'est y travailler, c'est interagir, c'est aller se cultiver, c'est aller se divertir. Et donc, tu as besoin, en effet, d'avoir des réponses à tous ces besoins assez facilement. Alors, on a parlé de la ville du quart d'heure, on a peut-être même beaucoup trop parlé, mais il faut arriver à penser les immeubles, et donc les quartiers, et puis par extension les villes, avec cette idée-là de brassage, de mixité. Pour ça, du coup, nous, on est un opérateur qui prend sa part là-dedans. Newton, nous, on dit que dans notre raison d'être, on a 3 piliers. Un des piliers, c'est l'ancrage. Voilà. On veut que, quand il y a un immeuble Newton, il soit ancré dans son écosystème. Alors, c'est très pompeux. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, concrètement ? Ça veut dire concrètement que si tu penses à un immeuble avec l'architecte qui va être un bunker replié sur lui-même, déjà, tu as créé un problème dans ton quartier. Si à l'inverse, tu as prévu un rez-de-chaussée, un socle de ton immeuble très ouvert avec des commerces, avec un accueil très transparent, très ouvert, tu changes la donne. Et puis si ensuite tu crées des partenariats avec le club de foot du coin, avec l'asso de théâtre d'à côté, d'impro, de chant, et que tu vas leur permettre de venir faire leurs cours entre 18 et 20 heures, où toi, tes bureaux ont commencé à se vider, tu as créé quelque chose. Si en plus tu vas bosser avec les commerçants du coin, avec l'hôtel d'à côté, le resto, etc., là aussi, tu as commencé à créer un maillage. Donc, tu as des acteurs privés comme ça qui peuvent avoir un vrai rôle sur la ville. Et c'est comme ça qu'on le conçoit. Après, il faut évidemment que la collectivité publique, elle fonctionne. C'est-à-dire que si tu as des écoles qui sont en grève tous les 4 matins, un transport commun, des transports en commun qui ne marchent pas, la bibliothèque qui est toujours fermée parce qu'on a encore trouvé une bonne raison pour qu'elle soit fermée, la médiathèque, le théâtre, etc., etc., eh bien, tous ceux qui auront fait le pari de cette ville, très vite, ils vont voter avec leurs pieds, ils vont repartir dans une autre ville qui fonctionne un peu mieux. Et c'est comme ça que je trouve qu'il y a de superbes enjeux à relever dans ces grandes villes aujourd'hui qui sont attirantes pour toutes les raisons qu'on a évoquées.
parce qu'en fait, il y a cette densité, il y a vraiment le choix que font des familles d'aller à Nantes, à Lyon, à Marseille. Et la grande nouveauté, c'est qu'ils ne choisissent pas uniquement ces villes parce qu'ils y ont eu des grands-parents ou des oncles et tantes ou parce qu'ils se sont mis en vacances avant. C'est que non, ils benchmarkent. Voilà. Ils font leur étude de marché, ils se posent à la maison et ils disent bon, ben voilà, est-ce qu'on va plutôt aller vivre au bord de l'eau? Est-ce qu'on va plutôt aller vivre à Annecy, avec le lac, mais les montagnes? Est-ce qu'on va plutôt vivre à la campagne, etc., etc. On choisit le lieu de vie et on construit ensuite le projet professionnel autour. Tu as quand même comme ça un basculement, une évolution dans la façon dont on envisage sa vie pro et perso. Parce qu'en fait, les 20 ans chez Peugeot à Sochaux, ils peuvent encore exister, mais c'est plus la majorité des besoins exprimés par les salariés. On plaisantait l'autre fois avec un entrepreneur, il me disait, moi, si je propose un CDD de 20 ans à mes salariés, je ne suis pas sûr qu'ils acceptent. et je trouvais que c'était quand même une bonne remarque. Oui, en tout cas, merci. Et c'est super intéressant de finir là-dessus parce que je trouve que ça montre aussi comment l'ancrage des bureaux est plus large que simplement offrir un espace de travail, mais c'est offrir un espace de vie et dynamiser aussi un certain nombre de villes et de régions qui n'avaient pas nécessairement intrinsèquement ce dynamisme-là. Donc j'espère que ça va continuer. J'espère que ça va insuffler aussi une volonté, tu parlais de tous les services qui sont parfois un peu bancals, de rééquilibrer tout ça pour que ces nouvelles populations continuent à faire battre et à faire vivre ces villes. Et c'est un très bel exemple, une très belle philosophie. Et je suis très content de finir là-dessus. Merci Julien. Merci beaucoup Guillaume. Au revoir. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de The Spacecraft. J'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Direction notre page LinkedIn pour nous suivre et sur ta plateforme de streaming favorite pour t'abonner au podcast et ne louper aucun épisode. Et d'ici là, on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de The Spacecraft.